Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1 à 38 de Kingdom, la saison 1. Ça y est, j'ai tout regardé, c'était incroyable les amis, c'est véritablement un banger. Mais avant de commencer la petite review, un instant auto-promo, Wolfius, disponible le 31 janvier 2024 sur Manga Draft. Alors n'hésite pas à taper Wolfius sur Google, comme ça tu tomberas déjà sur les coulisses. Et puis sois là lorsque ce sera sorti sur Manga Draft. Mais en attendant, petite review de Kingdom, banger, incroyable, saison 1. Et je pense qu'il y a encore énormément d'épisodes à regarder, mais là c'est incroyable. Déjà, la saison 1, ça se fait en 3 parties plus ou moins. Déjà, le retour du roi, donc Sei qui doit reprendre le trône. Donc déjà, cette première partie était incroyable, mais je trouve que c'est pas la meilleure. Je trouve que c'est après, ça devient de mieux en mieux. Mais cette première partie, déjà, c'était pas mal. Parce que ça te fait rentrer dans le sujet, tu commences à t'attacher à Shin, au personnage. Et moi, ce que j'aime bien avec Shin, c'est que c'est vraiment un insolent. Un peu comme Naruto. Tu sais, il a ses rêves, il a envie de devenir le plus grand général des cieux de ce monde. Il veut révolutionner, ça rappelle un peu Naruto, tu vois, un peu les shonen classiques où tu as Luffy One Piece qui veut devenir le roi des pirates. Tu sais, ils veulent devenir le meilleur dans leur domaine. Et Shin, c'était déjà ça. Bon, le début par rapport à son frère Yo, c'est pas mal aussi. T'as un petit rebondissement qui dit que voilà, en fait, c'est une doublure qui a servi le roi Sei, mais qu'au début, tu sais, les deux, ils s'entendent pas si bien. Et au final, ils s'entendent bien. Je trouve ça pas mal. Tu vois, parce qu'ils se comprennent finalement par rapport à leurs rêves. Et au début, tu te dis, ça va être très compliqué pour Shin de devenir le meilleur général des cieux parce qu'il est qu'un roturier. Déjà, si le roi ne t'accepte pas déjà dans ses rangs, c'est cuit, tu vois. Et pourtant, il arrive à démontrer via ses différentes aventures qu'il mérite sa place et qu'il a une certaine capacité, une certaine compétence au combat. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais en vrai... Bon, j'ai regardé l'animé, j'ai pas vu les scans, hein, évidemment, mais en fait, je comprends pourquoi ils ont mis de la CGI. Parce que t'as vraiment des grosses batailles qu'il y a dans l'animé, et pour faire animer tout ça, en 2D, ça doit être extrêmement long de dessiner tous tes personnages. Tu vois, quand t'as des guerres, t'as vraiment plein de personnes à dessiner. Alors que là, avec la CGI, je pense qu'il y a un aspect pratique. Par contre, la CGI, ils abusent quand ils font des passages qui sont censés être épiques, où t'as juste Shin tout seul avec son épée qui fait des gestes au ralenti, mais que c'est nul. Ouf. Enfin bref, incroyable, hein, n'empêche. Ou sinon, le pire, c'est... comment il s'appelle, Kyokai. Il y a tellement de noms. Kyokai, le ninja. Incroyable. D'ailleurs, c'est une fille, c'est une ninja. Mais elle, quand ils utilisent la CGI, quand elle se met à danser, enfin, bon, on en reviendra, mais je trouve ça abusé quand même. Netflix, vous abusez sur... vous auriez dû mettre plus de moyens, mais... On va rester sur la première partie dans un premier temps, où tu as aussi Karyoten. Alors Karyoten, il y a un mystère par rapport à ce personnage. Effectivement, bon, on apprend plus tard que c'est une fille, on s'en doutait un peu, mais c'est vrai que son costume... en fait, au début, tu vois ça, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? La personne est déguisée en espèce d'ananas, d'épouvantail ou truc, c'est hyper moche avec cette espèce de truc d'oiseau là. Et en fait, au final, tu apprends que c'est une fille et qu'en fait, c'est par rapport à cette identité féminin que cette personne essaie de la cacher, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il met des vêtements plus amples. Comme cet épouvantail, en fait, c'est rond, tu peux vraiment rien voir en dessous. Tu peux pas voir ses formes, même si c'est une gamine, on verra rien, mais tu peux rien voir, a priori, de ce qui est en dessous, tu vois. Au niveau de... Tu sais, même chez les gamines, tu vois quand même, par rapport à leur morphologie, tu peux te dire, ah, c'est une fille, tu vois. Alors qu'un homme, tu le vois par rapport à sa morphologie aussi. Mais, voilà, là, tu peux te dire, bon, c'est un petit garçon. Et d'ailleurs, cette personne-là, au début, tu comprends pas pourquoi elle veut aider Shin. Mais en fait, c'est juste une personne abandonnée. C'est un enfant qui n'a pas de parents, tout comme Shin. Shin a perdu ses parents, il a été adopté, mais finalement, tu vois, même son frère se fait buter. Et au final, lui, il a un objectif qui est de devenir le plus grand général des grands cieux, je sais plus quoi. Mais par contre, Karyoten, elle n'a pas vraiment d'objectif, tu vois. Donc, elle suit, en fait, Shin pour essayer d'accomplir son rêve, mais sous prétextant que c'est l'argent qui l'intéresse. Mais bon, c'est intéressant parce que d'un point de vue narration, ils se servent de Karyoten pour un peu raconter la vision de quelqu'un, pour décrire ce que fait Shin. Et Shin, il est très intéressant aussi parce que moi j'aime bien son insolence, son côté je parle au roi comme si c'était une personne lambda, tu vois, il parle
au grand général comme si c'était des gens lambda. Il s'en fout, tu vois. Il a pas ce côté je me prosterne par réflexe, je m'adresse à une personne. Ouais, c'est un cassos en gros. Mais moi j'aime bien parce qu'il va droit au but. Et finalement, tu te rends compte que les gens qui sont haut placés, finalement, ils acceptent qu'on leur parle comme ça. À part évidemment Saikyo, le frère le frère de Sei. Et Saikyo, tu te rends compte que c'est une ordure, lui. Parce que la première partie, c'est ça, c'est de reprendre le trône par rapport à Saikyo qui se l'est approprié et de tuer le chancelier qui était à ses ordres parce que c'est lui qui planifie un peu tout pour le roi. Mais voilà, tu sentais que Saikyo... D'ailleurs, le nom, c'est marrant parce qu'on dirait que, tu vois, Saikyo... Uken, Ryofui, Ryo Sensei, tu vois, on dirait qu'ils ont pris des noms par rapport aux youtubeurs. Plutôt, je dirais, c'est plutôt les youtubeurs qui ont pris les noms par rapport au manga, tu vois. Mais, bon, ça, je sais pas. Comme je suis dans le milieu, j'ai pensé à ça, mais bref. Saikyo devint, voilà, en fait, il a... Bon, après, c'est pas stylé de prendre Saikyo parce c'est vraiment une petite ordure. Donc, je pense qu'il l'a pris par rapport à autre chose. Mais le personnage de Saikyo... C'est vraiment un noble, un peu comme Doflamingo, tu vois, dans One Piece, où il se dit je suis de sang de lignée royale, du coup je mérite ma place en tant que roi, donc vous devez tous m'obéir parce que moi je suis de sang pur et que tous ceux qui sont impurs, qui ne sont pas de la lignée, doivent obéir à mes ordres. C'est dès la naissance qu'on a défini ça, donc je suis comme un dieu pour vous. Donc tu vois bien qu'il méprise tous ces sujets, et d'ailleurs il n'y a personne en réalité qui le suit, alors que tout le monde respecte Sei. Et c'est pour ça que c'est impressionnant de voir la remontada de Sei pour reprendre le trône, parce que lui, il arrive vers le peuple des montagnes, et comme il mérite son titre de roi, tu vois qu'il a véritablement des intentions de roi, de reprendre la Chine, alors que Saikyo, lui, il veut juste gouverner et de profiter de sa puissance actuelle et de régner sans même accroître... tu vois, il n'a pas d'ambition. Il n'a pas une grande vision du peuple, il ne sait pas ce qui se passe vraiment, alors que Sei, lui, il est vraiment plus terre à terre, il sait ce qui se passe dans son pays, il sait ce qui se passe dans son petit coin là, et voilà, c'est intéressant parce qu'il va finalement faire une alliance avec les rois de la montagne là, avec la reine de la montagne plutôt, et le peuple de la montagne pour reprendre le trône. Et c'est pas mal parce que, mine de rien, c'est ça pour moi le rôle du roi. Parce que quand on suit Shin, c'est pour devenir le général. Donc effectivement, c'est très beau de le voir au combat, de voir ses capacités stratégiques, de comment il fait pour réussir à battre l'armée adverse et quelles sont ces petites actions qui vont faire qu'il prenne l'avantage lors du combat. Mais, entre autres, Sei, ce qui est important pour lui, le roi, parce qu'il ne participe pas vraiment au combat, c'est de voir comment il arrive à créer des alliances. Parce que c'est ça finalement, quand tu as différentes armées, quand tu es roi, tu dois définir tes alliances et tu dois être diplomate pour qu'ensuite ton armée grandisse et que ensuite ça permette aux différents généraux d'allier leurs forces pour accroître leurs terres, pour prendre des territoires. Et c'est intéressant parce qu'au fait, quand ils reprennent le trône, en fait tu te rends compte que ce n'est que le début. Quand Sei reprend le contrôle et qu'il devient roi, ce n'est que le début de l'histoire. Mais oui, et c'est ça. Parce qu'au final, Shin, quand il revient après ça, c'est à ce moment-là qu'il entame de véritables aventures en tant que général. C'est vraiment là qu'il commence à devenir quelqu'un, à monter dans la hiérarchie des guerriers. Parce que finalement, au début, tu as plusieurs grades en fait. Alors, je ne les connais pas tous par cœur, évidemment, mais le premier grade que lui va réussir à atteindre, et c'est là que ça commence, la deuxième partie, c'est que là, on recrute des guerriers pour aller à la guerre. Donc lui, il y va par rapport à son village natal. Et finalement, au début, c'est un random. Et tu te rends compte qu'au sein de l'équipe, donc on appelle les Go, je crois, tu as une Go où tu es un chef de 5 équipes. Donc lui, au début, il commence par être le chef de 5 personnes. Ouais, c'est ça. Une équipe de 5 personnes. Et après, il va, à la fin de la deuxième partie, devenir le chef, le commandant de 100 hommes. Donc tu vois une évolution. Et c'est un peu ça, en fait, lors d'une guerre. C'est en fait, tu as plusieurs grades et tu as en fait, sous ton commandement, de plus en plus de personnes. C'est-à-dire qu'au début, tu commences avec 5 personnes, ensuite tu en as 100, et après, je pense que plus tard, tu en as 1000 ou 10 000. Et au final, quand tu deviens général, tu commandes tout un bataillon énorme. Et quand tu deviens le général en chef, là, tu contrôles vraiment toutes les troupes. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir comment Shin va devenir le général en chef de toute la Chine, hein, disons les termes, parce que c'est ça certainement l'objectif. Mais on voit bien que sur le terrain,
finalement, c'est les commandants, les généraux et le général en chef qui font vraiment toute la différence. Et tu vois vraiment que même quand ils sont recrutés au tout début, on te balade un peu partout quand toi, tu es une personne de tout en bas et tu te demandes en réalité où est mon rôle. Tu vois, des fois, tu te demandes qu'est-ce qui se passe parce que tu n'as pas forcément cette vision. Alors que quand tu es le général, tu as une vision globale de tout ce qui se passe et tes décisions sont décisives d'un point de vue stratégique. Et c'est ça en fait. Quand tu es comme Shin, une personne d'en bas, bah, tu te rends compte qu'il y a des gens d'au-dessus qui ne te donnent pas forcément toute la vision. Ils te disent tu dois obéir aux ordres, donc tu fais ci, fais ça, fais ci. Et finalement toi tu y vas, mais des fois tu te dis attends, est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi? Mais au final tu comprends que oui, au final tout ça a du sens. Mais c'est très intéressant parce que finalement tu vas voir de fil en aiguille que ça ne dépend que de petites entités qui arrivent à faire la différence lors d'une guerre. C'est-à-dire que Shin, même s'il est le chef de 5 personnes, c'est parfois ses actions qui peuvent être décisives lors d'une guerre. Et on l'a vu, à un moment, il était dans cette deuxième bataille, il faisait partie de la 4e armée, et finalement, il y avait des espèces de chars qui contournaient la 4e armée pour essayer de les décimer. Et c'est à ce moment-là que ceux d'en dessous, ils se sont dit, bon, on va les sacrifier, c'est pas grave, ça fait partie du plan, mais au final, Shin, au sein même de la bataille, va faire les choses décisives pour renverser le cours de cette guerre, du moins de cette bataille, de cette 4e guerre, de cette 4e armée. Et du coup, ils vont réussir à neutraliser les chars d'assaut. Et ça, c'est intéressant parce que vraiment, tu vois la compétence sur le terrain, que ça n'a rien à voir. Tu vois. Lui, il saute, il bondit, il jette des lances, il arrive à dévier les chars, et en plus il arrive à chevaucher des chevaux, parce que ça c'est une compétence mine de rien, qu'à l'époque c'est pas un truc que tout le monde peut faire. Les vieux couturiers, les petits randoms, ils savent pas faire. Alors lui il a déjà des compétences nettement supérieures aux autres. D'ailleurs tu vois à l'épée il arrive à tuer plein de monde, et c'est très intéressant parce que du coup lorsque lui il fait la différence sur le terrain, les hauts placés, les généraux peuvent voir qu'il y a un truc qui va pas en dessous, et ils se disent ça c'est une bonne chose, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est supérieur aux autres et qui peuvent renverser le cours de l'histoire, et des fois ils investissent sur cette personne. Du coup ils proposent à Shin des opportunités de se mettre en valeur, parce qu'ils savent qu'il y a un truc qui est incroyable, et du coup tu vois Shin briller avec des missions de plus en plus fortes au sein même d'une guerre, parce que au sein de la guerre c'est différent, mais au final ce qui est très important de voir, c'est qu'à la fin, très souvent, toutes les armées se réunissent et tu as une bataille entre généraux. Tu as vraiment les batailles des grands chefs du 1-1 et que tout le monde suit leur chef et regarde leur chef, et que finalement, l'influence de l'armée dépend du grand chef, souvent du général, parce que tu as ces unités qui sont dans le même état d'esprit que lui finalement. Ils le suivent plus ou moins. Bon, c'est intéressant, hein. Après, il y a un truc qui est un peu bizarre aussi, c'est que quand tu vois Shin, le mec veut devenir le général en chef, le plus grand général des cieux ou je ne sais quoi, tu te rends compte que lui, on parle d'un mec qui rêve de tuer des gens, hein, parce que finalement c'est la guerre après tout. Après bon, c'est pour le pays évidemment, mais le mec kiffe la guerre et kiffe tuer des gens. Et ça c'est un rêve un peu bizarre pour moi. Parce que autant Luffy, son rêve, c'est de devenir le roi des pirates, t'as ce côté voyage, rêve de faire le tour du monde, etc. Naruto, c'est le côté je veux protéger Konoha, c'est la volonté du feu, essayer de combattre la haine et tout. Alors que Shin, dans l'aspect philosophique en soi, le mec veut juste faire la guerre pour tuer des gens et juste pour lui-même, pour monter en grade, pour devenir l'homme le plus puissant du monde, en gros. Et être connu et marquer l'histoire. Mais en soi, on parle de guerre. On parle de guerre. Le mec est content quand on l'appelle pour la guerre. Alors que une personne sensée, lorsqu'on t'appelle pour la guerre, tu fais j'ai une famille, j'ai pas envie de mourir, même si t'as rien. Comme lui, hein, de base, parce que lui, il a rien, il a pas de famille de base. Même quand t'as rien, tu te dis non, je veux pas aller en guerre. C'est chaud, je risque ma vie. J'ai pas envie de mourir. Normalement, ce serait la réaction normale. Et normalement, il y a personne qui est censé vouloir devenir le plus grand général des cieux. La logique serait, moi je veux rester paisible, en paix et vivre ma vie de famille. C'est ça que je trouve un peu bizarre avec Shin, mais bon, allez, ça passe. Ça passe parce que, bon, on peut dire que pour le prestige, il y a quand même des gens qui sont ambitieux, qui veulent du prestige. Et quand tu es un grand général, forcément, tu as l'or, tu as l'argent. Même si tu peux pas en profiter, mais
Mais bon, troisième partie, on va parler de la grande guerre par rapport à Uken. Uken de l'armée de je ne sais plus, je ne sais plus les noms, hein, il y a tellement de noms. Je sais que c'est Shin. Non, bon, je me rappelle plus des noms, mais bref, Uken contre Uki. Donc Uki qui est le grand général en chef. Avant c'était le général des cieux, il faisait partie des 6 et d'ailleurs c'était lui le plus puissant. D'ailleurs, je me demande si c'est pas mieux en manga au final par rapport à Uki, parce que son interprétation sur Netflix, bah déjà il a toujours le sourire, j'imagine que c'est comme ça dans le manga, mais dans l'anime il est toujours là. Il faut faire ceci et cela, tu vois, et oui, ça me fait un peu penser à City Hunter, le doubleur, peut-être qu'il se fout un peu de la gueule du monde, tu vois, mais à chaque fois il commence en plus ses phrases avec ah, il est temps de faire ça, mais il y a des scènes qui sont marrantes. Après, je sais pas comment ça se passe vraiment, après, bon, je critique pas, hein, évidemment, il se peut que ce soit vraiment ce que veut nous transmettre l'auteur, mais on voit bien que par rapport à Uki, il y a un truc. Après, c'est le plus grand général, donc peut-être que c'est... Il y a un côté aussi charismatique hein, quand il fait ça, mais c'est pas le mec qui fait des grands discours, parce qu'il y a des moments où quand c'est Shin, à un moment donné, tu vois sa progression, tu vois après son entraînement, parce qu'à un moment donné, il demande à ce que Uki l'entraîne, Uki le jette dans de l'eau, dans un paysage où, vas-y, monte une armée et démontre que tu es capable de gouverner toutes ces terres. Tu vois que Shin, il est capable de faire des discours pour motiver ses troupes après. Et ça, c'est incroyable. Alors que quand tu vois Uki, le gars, il fait « Haha, nous partons en guerre !» Et après, les autres, oh, ouais, en une phrase, il est arrivé à motiver les troupes. Et tu te dis, bah, arrête. En plus, c'est vraiment des phrases de merde qu'il fait. Lui, c'est pas un grand orateur. Mais pourtant, ça marche. Mais c'est ça qui est marrant. Bon, après, on voit bien que Uki aussi, toute la différence, c'est que c'est sa puissance. On voit clairement qu'il est nettement plus fort que tous les autres. Tu vois déjà avec son espèce de lance là et sa carrure. Parce qu'on voit bien que Shin, tu vois, même si c'est un enfant au début, il grandit un peu, mais tu vois que gabarit, au niveau du gabarit, Uki est largement plus grand et il est largement plus stock. Et donc, tu vois, même eux, ils disent des fois, ah, c'est bizarre, il peut pas, normalement, il devrait pas pouvoir se mouvoir aussi rapidement que Kyoken, le ninja, mais on voit quand même que si, en fait, ils arrivent à bouger, et surtout, ils sont vachement plus puissants. Quand ils te mettent un coup, les mecs, ils reculent, ils font... Et d'ailleurs, Uken, c'est pareil. Uken, son introduction est incroyable. Même Uken, je trouve qu'il est... Uken, ouais, avec sa longue cape, lui, il est pas en armure. Le mec, son introduction, c'était ça. Le mec a battu toute une armée de 100 000 hommes. Tu fais quoi? 100 000 hommes à lui tout seul. Tu te dis, wow, c'est un mec de ouf. Et tu as vraiment une histoire par rapport à Uki, par rapport à l'histoire d'avant, comment ça se passait. Et je trouve ça très bien qu'ils finissent par mourir aussi, parce que ça laisse la place pour Shin, pour qu'il puisse se développer. Mais il n'empêche que Uki a appris à Shin pas mal de choses. Il lui a montré qu'est-ce qu'était la vision d'un général. Il lui a montré pas mal de choses par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et tu vois vraiment que c'était un général de génie, hein, parce que finalement, en termes de stratégie, tu voyais qu'il avait confiance en Chine. Il savait investir sur la nouvelle génération, parce qu'il se disait, vous êtes cette unité, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous êtes une unité spéciale, capable d'infiltrer les autres, et du coup, je te fais confiance, va t'introduire chez les gens pour aller tuer l'autre. Et au final, c'est ce qu'il a fait, et c'est une belle entrée en scène. Bon, finalement, tu comprends que ça ne sert pas tant que ça, au final. Parce qu'il a réussi à tuer un mec qui était un stratège dans le groupe, mais il n'empêche qu'au-dessus, tu as les autres généraux qui sont aussi des stratèges et qui font aussi des stratégies en fonction. Donc, finalement, son acte était-il finalement aussi utile que ça? Tu apprends aussi que, voilà, eux, c'est un groupe de fantassins qui sont au sol, tu as une armée qui sont les cavaliers qui sont à cheval, tu as pas mal de troupes différentes, d'armées différentes. Et tu vois vraiment que eux, c'est vraiment la zermie. Hein. Ils n'ont pas d'argent. Tu vois les petits fantassins, ils n'ont même pas d'armure. Ils sont là. Ah, tu vois que c'est des vieux paysans de merde. Tu te dis, bon, s'il y a plein de flèches qui sont lancées, vous prenez tout, quoi. Mais en final, il y a son unité spéciale. Tu vois que voilà, c'est des petits paysans. Ils n'ont pas vraiment les grosses armures comme les autres. Mais ils sont attachants. Ils sont attachants parce qu'il y a les deux frères. Tu suis un peu parce qu'ils ont vécu dans le même village que Shin. Du coup, tu vois qu'il y a une attache entre eux, il y a une cohésion d'équipe.
qui fait que voilà, tu t'attaches vraiment à tous les membres de leur équipe, quoi. Donc t'as les frères, t'as le gros balèze. À un moment donné, ça m'a fait marrer parce que il y a une espèce de mur devant eux. Et il y a ce gros lard qui se précipite sur eux. Et les autres, il fait ah c'est bien. Lui en fait c'est l'équivalent, sa force de 2 hommes. Et lui il fait non vous faites erreur, c'est l'équivalent de 3 hommes. Boum. Il commence à faire ça. Sur le moment j'ai rigolé. Je me dis ah, c'est bon. Ouais. Pour 3 hommes, tu vois bien que Shin il vaut largement beaucoup plus. Et surtout, quand tu vois l'équivalent de Uken qui vaut 100 000 hommes, tu veux, ouais, bon, c'est pas grand chose, tu vois. Mais ouais, Uki, Uken, c'est vraiment des mecs. J'ai l'impression que les personnages sont beaucoup plus gros. Et ça te montre aussi qu'un général a une carrure beaucoup plus intense que les autres. Ça te montre aussi le niveau de puissance, quoi. Donc, non, c'est intéressant. Moi, j'aime bien tout cet univers de guerre. Et pourtant, d'habitude, j'aime pas du tout les trucs de guerre comme ça. Mais là, c'est tellement bien fait. C'est bien mis en scène. Bon, il y a de la CGI, c'est dégueulasse. Bon, ils abusent un peu. Mais la mise en scène, le côté OST, les doublages, ça te met vraiment dans l'ambiance de la guerre. Tu te dis, waouh, il y a un côté très épique aussi. Donc, tu te dis, waouh. Et quand Uken, il est arrivé, franchement, c'est la classe, hein. La nuit, tu te dis, ça change d'ambiance. C'est genre avec le ciel obscur, légèrement avec du sang. Il arrive, il commence à tuer des gens, il y a tout le monde qui panique, il fait oh là là là, merde, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est Uken. En fait, c'est l'amiral en chef. Et tout le monde essaie de le tuer, mais en fait, au final, non, ils n'y arrivent pas parce qu'il est beaucoup trop fort. Tu te dis, waouh. Au final, est-ce que les amiraux, les généraux en chef là, ils ne devraient pas débarquer chez les gens et tous les buter? Parce que finalement, les autres ne servent pas à grand chose. Mais mine de rien, dans l'armée d'Uki, dans Uki, tout là, son premier commandant, il est vachement puissant. Hein. Le mec, il arrive aussi, lui. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui le sous-estiment, mais là, il a tué plein de monde. Il est arrivé, tac, 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 il a tué des gens, il a tué un général à lui tout seul. Le mec, il plaisante pas. Hein. C'est pas n'importe quel commandant. Lui, c'est l'équivalent d'un général en chef. Hein. Parce qu'il le dit en plus quand il meurt, Uki. Il dit bon, tu vas prendre tu vas me remplacer et prendre tous ceux de mon armée, tu vois. Après, est-ce qu'il sera au service de Sei? J'en sais rien. Mais on sent vraiment que en termes de relève, le mec est vachement puissant. Hein. Moi, je trouvais que lui, il blague pas. Bon, après, derrière, c'est vrai que Uki, c'est l'équivalent d'Uken. Les mecs sont beaucoup plus puissants. Et tu vois, la bataille qu'il y a eu entre eux, c'est incroyable. Les mecs, ils se tapent dessus, ils se coupent et tout, mais au final, ils meurent pas. Et au final, la fin, elle est incroyable. Quand il y a Uken qui bloque la lame de Uki, et qu'au final, Uki, il force quand même, malgré le fait qu'il se soit fait planter en plein milieu, et qu'il force quand même, et que tu sens que le truc est capable de le décapiter, tu fais « Ah ouais, d'accord ». Mais au final, tu vois vraiment qu'il y a un truc qui a été déterminant, parce que pour moi, Uki avait gagné, mais il y a eu le meilleur archer du monde qui est arrivé et qui a mis une flèche en plein dans son dos. Voilà, ça l'a buté. Ça a permis d'Uken de le terminer, mais tu vois bien que ce meilleur archer aussi, ils auraient dû le garder en vie, parce que ça aurait créé une sorte de haine qui allait s'alimenter, mais Shin l'a finalement tué. Et tu vois que Shin, mine de rien, il a fait des grandes choses dans cette guerre, mais finalement, c'est pas des trucs décisifs. Parce que quand il s'introduit pour tuer un général stratège, au final, ça change pas grand-chose puisqu'il y a d'autres stratèges. Et quand il arrive à la fin et qu'il tue ce meilleur archer, bah, ça change pas grand-chose finalement parce que bah, c'est pas non plus Uken qui l'a tué. Au final, tu te rends compte que au sein des armées adverses, bah, c'est vraiment le général en chef et les généraux les plus importants. Et limite, les généraux ne sont pas si utiles, c'est le général en chef. D'ailleurs, il y a le général du côté des gentils là, qui avec sa batte de baseball, qui était hyper balèze, Muken je crois, Muki ou je sais plus comment il s'appelle, avec sa batte de baseball. Le mec c'est vraiment un bourrin, il fonce dans le tas alors que t'as des pièges qui ont été tendus, des éboulements, et lui il fonce tête baissée, et je me dis ouais, le mec est extrêmement fort. Ça fait partie des généraux avec le côté instinctif, parce qu'on sait qu'il y a différents types de généraux. Il y a les généraux stratèges, il y a des généraux qui sont instinctifs plus dans le combat, tu vois. Donc tu vois que Uki, par exemple, c'est l'équivalent des deux. Il maîtrise à la fois le côté instinctif et le côté stratège. Mais tu vois qu'il y en a certains, même s'ils sont super balèzes, ils sont pas trop de stratégie. Hein. Lui, il était un peu con. Hein. Même à la fin, il lui dit, ouais, en fait, c'est ma faute. J'ai un peu foncé dans le tas, j'ai un peu précipité les choses, et du coup, tu y es allé et tout. Mais
au final, voilà, tu as un autre ennemi, l'un des 3 grands commandants généraux des cieux chez les ennemis, un mec qui avait tout prévu, qui avait anticipé, qui avait même une armée de 100 000 personnes, qui les a ramenés pour piéger Uki, et finalement son piège a marché. Bon, pourquoi pas, hein, mais après au final, Uki qui s'échappe et qui finalement meurt, donc la mort de Uki qui était vraiment triste, mais qui a permis à Shin d'avancer, d'évoluer, et je pense que Shin deviendra quelqu'un de beaucoup plus grand, mais voilà, par rapport à cette première saison de Kingdom, c'est vrai que par rapport à un animé, un manga, moi j'ai pas vu le manga, mais je parle principalement de l'animé, mais je pense que dans le manga ça doit être encore plus incroyable, t'as vraiment une partie bataille comme tous les autres shonen, hein, côté épique et tout, mais t'as aussi un aspect stratégique qui est super intéressant, je trouve. Donc c'est très rare d'avoir un côté aussi stratégique, mais d'un point de vue macro. Parce que finalement, quand tu vois Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans et tout, t'as un aspect stratégique. T'as un côté, voilà, mais ça reste quand même micro, je trouve. Alors que, enfin, c'est macro, mais pas entièrement. Alors que là, on prend encore plus de recul. On voit vraiment au niveau de tout un pays. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois vraiment des stratégies au sein d'une guerre. Tu vois au niveau, voilà, les troupes, les 100 000 troupes, quels sont les différents placements. Là, l'aile gauche va être prise par telle armée. Là, le côté central, en fait, c'est une diversion. Le machin, ensuite, ça va permettre cette diversion de permettre à des gens de s'infiltrer à l'intérieur pour tuer le chef. Tu vois. Et il y a même souvent des gens qui se replient, qui font « Ah non, là, j'ai cerné sa stratégie, je me replie. » Ouais, tout ça, au sein d'une guerre, c'est super intéressant et c'est passionnant. En fait, c'est super bien fait quand c'est écrit comme ça en animé, parce que tu as les petites animations qui disent je déplace mon pion comme ça, je déplace mes trucs comme ça. Mais en manga, je me demande ce que ça donne. Parce que tu n'as pas les mouvements et tu n'as pas le plan en général. Enfin, je pense que tu as le plan en général, mais peut-être que c'est plus dur de le reproduire en dessin. Mais bon, après, t'y perds d'un point de vue côté épique aussi, parce que en animé, bon, CGI, des fois, tu te dis bon, ouais, c'est dégueulasse, hein. Ce serait vraiment le point négatif que j'aurais à dire par rapport à Kingdom, surtout par rapport à Netflix, c'est que vous abusez un peu de la CGI. Mais globalement, c'est du bon travail. En fait, le scénario change toute la donne. Parce que de base, je pense que le manga est très bien fait d'un point de vue scénaristique. Ça te garde en haleine jusqu'au bout. Surtout qu'au final, c'est qu'une guerre. Mais au final, tu restes sous tension pendant toute la guerre. Du coup, tu fais « Waouh, c'est un truc incroyable, il se passe ci, il se passe ça. » Et tu vois les répercussions ensuite. Tu comprends pourquoi en fait il fait ça et tout. C'est très bien écrit d'un point de vue scénaristique. Et la mise en scène et tout, il n'y a rien à dire, hein. Donc vraiment masterclass en fait, il faut sortir le terme, allez. Je dis c'est un banger, c'est une masterclass quand même si CGI est un peu pourri, mais c'est incroyable. Donc voilà, même si je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus loin, qui suivent les scans, qui disent, qui vont certainement me dire « Mais t'as encore rien vu, t'as encore rien vu !» Et je pense que Fumigène H, je le vois, hein, lui il est à fond dedans, il lit les scans. Je vois à quel point c'est une tuerie, parce que sinon il ferait pas autant de vidéos, je sens que lui il kiffe dessus. Du coup, des fois, j'ouvre ses vidéos, mais comme je suis pas, je vois qu'il est quand même bien enthousiaste de voir ce qui se passe actuellement sur Kingdom. Donc, je vais essayer de tout rattraper, mais c'est long, hein. C'est long, mine de rien, parce que, voilà, je reprends du début, mais voilà, je comprends. Je comprends pourquoi il est aussi enthousiasmé, aussi hypé par Kingdom, parce que c'est vraiment un banger, voilà, comme diraient les Jones. Donc, je vais regarder la suite. Et sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.